Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 19 mai 2022. Dans les informations de ce jour, page politique pour commencer. Parmi les défis que nous devons relever, la formation des jeunes malagasy et leur octroyer de l'emploi, selon le président de la République dans une lettre adressée aux membres du gouvernement lors du Conseil des ministres d'hier. Cette lettre du président qui renforce et donne des consignes pour des formations techniques et professionnelles afin de faciliter l'emploi à Madagascar. Le président de la République y souligne également que des solutions devront être trouvées par l'État pour aider les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap. Les détails. 64% de la population malagasy sont des jeunes de moins de 25 ans. Dans cette lettre qui renforce les consignes au gouvernement dans la formation technique et professionnelle afin de faciliter l'emploi à Madagascar, le président de la République, Andry Rajoelina, a affirmé que parmi les grands piliers de développement du pays figure la mise en place des stratégies afin de promouvoir les enfants et les jeunes. Cela se fera à travers la mise en place des structures éducatives aux normes et des formations techniques et professionnelles. Il est du devoir de l'État, selon le président, d'appuyer les jeunes malagasy pour qu'ils soient des acteurs dans le développement du pays. L'on constate également que beaucoup de jeunes font face à des difficultés à cause du chômage. Les raisons sont nombreuses, comme le manque de compétences ou encore la non-possession de diplôme universitaire, car les parents n'avaient pas les moyens de leur payer des études supérieures. D'autres jeunes souhaitent entreprendre mais n'ont pas assez d'expérience pour créer une entreprise. Ce ne sont pas seulement les jeunes qui font face à ces difficultés, mais aussi les veuves qui doivent subvenir seules aux besoins de leur famille et qui ne possèdent pas d'emploi fixe pour diverses raisons. Les personnes en situation de handicap galèrent également pour trouver de l'emploi. Face à cela, le président de la République affirme que des solutions seront prises par l'État. La mise en place de stratégies sera priorisée. Des stratégies rapides qui apportent des résultats palpables pour renforcer les compétences techniques ou professionnelles et pour qu'ils intègrent le monde du travail avec des emplois qui correspondent aux besoins du pays. 4 points constitueront les défis selon le président Andry Rajoelina, à savoir l'amélioration qualitative de la formation technique et professionnelle, l'octroi des formations professionnelles aux normes, l'élaboration des formations qui correspondent au marché de l'emploi et la correspondance des formations et des lieux de formation aux besoins du pays. Dans ce cadre, le plan de développement se divise en 3. Correspondre à la qualité de formation pour toutes les régions, notamment les formations qui concordent au milieu de l'emploi, ces formations qui se feront en collaboration avec le secteur privé et avec la participation des collectivités de base. Le président de la République a fait remarquer dans cette lettre que tous les projets en cours dans toute la grande île devront être accélérés. Et toujours dans ce cadre des travaux de l'exécutif, même si quelques lacunes ont été constatées, l'État malagasy a fait des efforts pour redresser le secteur de la sécurité depuis ces 3 ans, selon le ministre de la Défense nationale. Aujourd'hui, des réformes doivent être entreprises pour que les mesures concordent avec la menace et la situation actuelle. L'Union africaine, de son côté, a affirmé sa volonté de collaborer avec le gouvernement malagasy durant un atelier sur la réforme de la sécurité à Madagascar. Secharanjena Simia Voulasferen nous en dit plus. Les cas d'insécurité à Madagascar évoluent avec le temps. Ainsi, les stratégies et les structures mises en place par les forces de l'ordre pour faire régner l'ordre ne concordent pas. Depuis 3 ans déjà, le régime actuel fournit des efforts pour que les dispositions dans la lutte contre l'insécurité correspondent aux diverses menaces. C'est la raison pour laquelle un atelier sur la réforme de la sécurité à Madagascar, avec le secrétaire permanent de la défense et de la sécurité au sein de l'Union africaine, a été tenu. Le thème de l'atelier est une sécurité bien faite, c'est de la responsabilité de tous. Il s'agit de mettre en place une sécurité pérenne à Madagascar pour mieux appréhender l'avenir. C'est le monde entier qui subit ce changement de menace en matière d'insécurité, selon le représentant de l'Union africaine à Madagascar. Cet organisme international qui a montré sa volonté de collaborer de près avec Madagascar pour cette réforme de la sécurité. Les défis sont énormes parce que le pays est tellement grand
Et bien sûr, il y a encore beaucoup de défis donc, à relever. Et donc, c'est vrai que nous encourageons le gouvernement à mettre beaucoup plus l'accent sur la sécurité humaine, l'approche humaine, pour pouvoir bien sûr approcher tous, par exemple dans le sud, avec les DALO, donc procéder à cette approche humaine pour pouvoir régler définitivement, si on peut dire, pour le futur, le phénomène des DALO dans le futur. Cet atelier sur la réforme de la sécurité à Madagascar durera 2 jours, à l'issue duquel des résolutions sont attendues. Dans les actualités de ce jour également, la grande famille du personnel de la santé publique avec le ministre à sa tête a effectué une grande marche de la solidarité aujourd'hui. La présentation officielle de l'association qui regroupe le personnel de la santé publique, notamment les médecins, les paramédicaux et les agents de santé appelée Solidarité des personnels de santé de Madagascar ou SPSM a été également effectuée ce jour. Reportage de Radramanan Zatouf et Anzara Radonarville. La grande marche de la solidarité effectuée par le personnel de la santé a débuté devant la Bibliothèque nationale à Anous aujourd'hui. Menée par le ministre de la Santé publique, la marche a rejoint la JRA où a eu lieu une séance de Zumba. Des rencontres sportives entre les services, les diverses directions au sein du ministère et le personnel au sein des hôpitaux ont également eu lieu. L'objectif, à travers la création de cette association qui regroupe tout le divers corps médical et la solidarité du personnel de la santé publique, mais également afin que tous puissent se concerter et se consulter en toute liberté, souligne le ministre de la Santé publique. Des consultations médicales seront également effectuées par l'association, selon le président de l'association. Des démembrements de l'association seront mis en place dans toute la grande île afin que tout le personnel de la santé puisse l'intégrer, selon les explications. Parlons toujours santé publique. La population se plaint de la grève effectuée par certains médecins au sein de l'hôpital CHRR Philbert Siranan à Tolaniar. Ces manifestants réclament la démission du directeur régional de la santé publique à Anos, selon les explications. Les 3 autres districts qui constituent la région Anos s'y s'opposent pourtant à cette contestation. Mervolat Sferen. Les médecins au sein de l'hôpital CHRR Philbert Siranan à Tolaniar sont en grève depuis 3 semaines déjà. La raison serait la demande de destitution du directeur régional de la santé publique d'Anos. Face à cette grève sans fin, le représentant de la population de Tolaniar apporte les doléances de cette dernière, notamment sur la façon de travailler du personnel médical au sein de cet hôpital CHRR d'Amboanatu. Parmi les doléances de la population également, l'inexistence de prise en charge des malades à cause de cette grève. Les 3 médecins inspecteurs qui gèrent les 3 autres districts dans la région Anos ne sont pas du même avis que ces manifestants de l'hôpital CHRR d'Amboanatu, Tolaniar. Ils déclarent même ne pas être au courant de la raison de la contestation. Le directeur régional appelle les médecins à ne pas prendre les patients en otage. Et poursuivons les informations de ce jour par cette page éducation. Le choix des sujets d'examen pour les examens officiels du CEPE et du BEPC a déjà été effectué pour cette année scolaire 2021-2022. Selon les responsables au sein de la direction des examens du ministère de l'Éducation nationale. Selon les explications, on est actuellement en pleine finalisation de l'impression des sujets d'examen pour l'examen du CEPE et du BEPC. Les 6 provinces auront leur propre sujet d'examen pour cette année scolaire 2021-2022 à cause des intempéries qui ont laissé des répercussions sur cette année scolaire selon les explications. Les structures régionales et le ministère se donnent la main pour la préparation de ces examens officiels.
Et dans le cadre du mois de la protection sociale, un atelier a eu lieu à Antananarivo pour valider les stratégies sur la communication pour faire connaître aux acteurs concernés la protection sociale. Une feuille de route sortira à l'issue de cet atelier. Par la suite, le personnel du ministère de la Population effectuera des descentes pour faire connaître aux bénéficiaires leurs droits. Pour terminer cette page sociale, le projet Produire ne résoudra non seulement les problèmes d'évacuation d'eau d'Antananarivo, mais améliorera également le volet social des localités concernées par le projet. Environ 206 infrastructures seront réhabilitées ou construites dans le cadre de ce projet. Les travaux pour les communes périphériques ont débuté aujourd'hui. La réalisation va être accélérée pour le profit de la population, a souligné le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier lors de la pose de la première pierre aujourd'hui. Fiti Merkoufé nous en dit plus. 206 infrastructures vont être réhabilitées et construites dans le cadre du projet Produire, qui est un projet d'aménagement pour améliorer le système de drainage en vue de la protection des quartiers vulnérables contre les inondations. Il est donc nécessaire d'accélérer les travaux afin d'éviter à la population malagasy de revivre des inondations comme ceux qu'on a connus récemment. L'État malagasy a tout mis en œuvre dans ce sens à travers la suspension des remblais, le dédommagement des propriétés et la construction d'un nouveau village pour les habitants dont les biens ou le secteur d'activité sont impactés par le projet. Un projet qui entre également dans le cadre de la réalisation des vélins présidentiels, d'après le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier. Mis à part la résolution des problèmes d'évacuation d'eau, ce projet contribue également au développement des localités concernées à travers les infrastructures de mobilité, comme les ruelles, les voies carrossables, les escaliers et passerelles en béton armé, les infrastructures communautaires, les bibliothèques, les infrastructures sportives et les infrastructures sanitaires. Les travaux pour les communes périphériques ont débuté ce jour, notamment dans les communes de Bemaswanj, d'Anoussatouandjefan et d'Anjannaouch. La totalité des travaux sera réalisée en 10 mois, d'après le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier, ce jour, lors de la première pose de pierre. Dans les actualités et faits divers de ce jour, un homme dans la soixantaine a perdu la vie et 5 autres personnes blessées. C'est le bilan de l'accident survenu hier soir à Ivat lorsqu'une voiture 4x4 a fini sa route dans une cargotte. Le conducteur du véhicule, qui est actuellement introuvable, était en état d'ivresse selon les témoignages. Les familles des victimes demandent la prise en charge des dépenses, notamment les soins médicaux des blessés et les frais inhérents au décès. Fin de scène, Yves Janel était également sur place. Le conducteur de cette voiture 4x4 a voulu éviter une moto et son véhicule a fini sa route dans cette gargote. L'accident a eu lieu à Ivad vers 16 h hier. 6 personnes ont été grièvement blessées, certaines ont été brûlées par de l'huile de friture et d'autres par les bouillons qui étaient sur les réchauds selon les témoignages. L'un des blessés a succombé à ses blessures sur le chemin de l'hôpital. Un homme d'environ une soixantaine d'années. L'auteur de l'accident n'a pas pris ses responsabilités dans la prise en charge du corps du défunt et le soin des blessés, selon les explications des proches des victimes, ces derniers qui en appellent aux responsables concernés. Ivat a été le théâtre de plusieurs faits divers hier et justement de familles sans abri suite à l'incendie qui s'est déclaré hier soir dans cette commune. La cause de l'incendie n'est pas encore définie selon les victimes. Les pompiers ont tardé à arriver selon les informations et aucune perte humaine n'a été enregistrée lors de cet incendie. Rose Christelle Rakousmalal, Yves Janel. Des restes de toits et de mobilier en fer qui ont résisté au feu, c'est ce qui reste après l'incendie qui s'est déclaré hier soir vers 18 h 30. Le feu a débuté dans une pièce et s'est propagé en peu de temps. Les 9 personnes qui vivaient ici étaient tous à la maison au moment de l'accident. La cause de l'incendie n'est pas définie, a déclaré l'une des victimes. Il n'y a pas eu d'explosion de gaz, comme certains le disent, ni de court-circuit. Selon des témoins oculaires, les pompiers ont tardé à venir et le feu s'est propagé à la maison située de l'autre côté.
En conséquence, 2 personnes, dont une mère de famille et son fils, sont également devenues sans abri. Tous leurs biens sont partis en fumée en seulement quelques minutes. Et David, en classe de 5e, a dû arrêter momentanément ses études. Les 2 familles victimes de l'accident vivent désormais chez leurs proches. Elles font appel aux personnes de bonne volonté car elles n'ont plus rien. Il est à noter qu'aucune perte humaine n'a été enregistrée lors de cet incendie. Dans les actualités internationales de ce soir, une invasion totalement injustifiée et brutale de l'Irak. Le lapsus de l'ancien président américain George W. Bush parlant de l'invasion russe en Ukraine a fait rire son auditoire mais a ravivé la colère des internautes en Irak. Écoutons-le. Les élections russes sont truquées. Les opposants politiques sont emprisonnés ou empêchés de participer au processus électoral. Il en résulte une absence de frein et de contrepoint en Russie. Et la décision d'un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l'Irak, je veux dire de l'Ukraine. J'ai 75 ans. À l'international, toujours des cas avérés ou présumés de variole du singe ont été recensés en Grande-Bretagne, au Portugal, en Espagne, en Italie et aux États-Unis. Ces infections suscitent l'inquiétude car cette maladie virale rare en Europe s'observait principalement dans le centre et l'ouest de l'Afrique. Le virus a été découvert pour la première fois chez les singes en 1958, d'où son nom. France 24 nous en dit plus. Des frissons et de la fatigue, des maux de tête et des douleurs musculaires, de la fièvre, des ganglions lymphatiques enflés et surtout des éruptions cutanées. Tels sont les symptômes de la variole du singe, aussi appelée virus monkeypox. Une quarantaine de cas sont signalés en Espagne et au Portugal qui ont déclenché une alerte sanitaire nationale. Quelques jours auparavant, le Royaume-Uni annonçait une dizaine de personnes infectées. La Suède est aussi touchée, mais également l'Amérique du Nord. Au Canada, on dénombre plus d'une dizaine de cas suspects à Montréal. Aux États-Unis, un homme qui s'était récemment rendu au Canada a été dépisté positif à cette maladie dans l'État du Massachusetts. Ce patient a été admis dans notre programme spécial sur les pathogènes. Son état est stable pour le moment. Le patient se porte bien, il est en sécurité à l'isolement dans notre unité. Aucun traitement n'existe pour la variole du singe qui se transmet par contact avec une personne atteinte ou ses liquides organiques, dont la salive. Cette infection virale se guérit d'elle-même. Elle serait endémique d'Afrique de l'Ouest. Nous devons vraiment mieux comprendre l'étendue de la variole du singe dans des pays endémiques comme la RDC, le Nigeria, la République centrafricaine et d'autres, afin de connaître la quantité de virus en circulation et le risque qu'il représente pour les personnes qui y vivent, ainsi que le risque de propagation. 2 épidémies de variole du singe sont apparues en Afrique durant la pandémie de Covid-19. Les autorités de santé disent avoir été en mesure de contenir ces 2 foyers. Plus de 110 000 Ukrainiens sont arrivés en Italie depuis le début de l'invasion russe. Pour accueillir ce nouveau flux migratoire, le ministère italien de l'Intérieur met à disposition des réfugiés des maisons confisquées à la mafia. Jusqu'ici, 622 habitations sont occupées par ces réfugiés. France 24. Une balade insouciante dehors, Tatiana ne l'avait pas vécue depuis longtemps. Avec ses 4 enfants, elle a quitté la ville de Bucha, à une trentaine de kilomètres au nord de Kiev. Désormais réfugiée en Italie, elle est encore marquée par les souvenirs de la guerre dans son pays. Les combats étaient très forts. Quand les bombardements ont commencé chez nous, on entendait en permanence les missiles sur nos têtes. C'est là que je me suis dit qu'il fallait partir. J'ai mis ce que j'ai pu dans une valise et je suis partie avec ma mère et mes enfants. Arrivée en Italie fin mars, sa famille a été accueillie ici à Rescaldina, au nord de Milan, dans cet appartement saisi à l'Ndrangheta, la mafia calabraise. C'est là que je dors. C'est confortable. Et par là, on a une grande armoire pour ranger nos affaires.
Ce logement fait partie des 3250 biens confisqués à la criminalité organisée en Lombardie. Et il n'est pas le seul de la zone à être mis à disposition des réfugiés. Dans cet immeuble de la commune voisine, un autre appartement s'apprête à accueillir une famille ukrainienne fraîchement arrivée en Italie. On attend que la préfecture communique l'identité des personnes qui seront accueillies ici. On est en train de finir les derniers préparatifs, car le logement vient d'être rénové. Il a été mis à disposition de la commune l'année dernière. L'État italien dispose de près de 40 000 biens saisis à la mafia, un patrimoine qui dépasse les 300 millions d'euros, géré par l'Agence nationale des biens séquestrés. Le ministère de l'Intérieur nous a demandé de repérer les logements disponibles et habitables sur le court terme par les familles ukrainiennes. Alors nous avons identifié des biens qui peuvent être utilisés immédiatement, dans 15 jours, dans un mois ou dans 90 jours. Au total, 622 habitations ayant appartenu à des groupes mafieux ont été mises à disposition des réfugiés ukrainiens en Italie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur Viva. Au revoir.